Mon salut prend les traits du visage de ma grand-mère. Dès les premiers instants, elle prononce cette phrase qui me servira de talisman au cours des mois suivants. Je t'aime, mon petit-fils, et je ne laisserai personne se mettre sur le chemin de ton bonheur et de ton corps. Panthère Cosmique, le podcast de la médiathèque Françoise Sagan. C'était un extrait de La fin des monstres. Dans ce livre, Talma Desta fait le récit de sa trajectoire trans. Un récit tout à la fois lumineux et pédagogique dans lequel il revient avec clarté sur son parcours, naviguant entre autobiographie et essais plus larges sur la question de la transidentité. Le thème du corps choisi pour les Nuits de la lecture 2024 a été l'occasion pour le journaliste de venir présenter son livre à la médiathèque Françoise Sagan. Voici quelques morceaux choisis d'une conférence modérée par Eugénie Barbeza, accompagnée d'extraits du livre. Bonsoir à toutes et à tous, déjà merci aussi d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir. Sur le rapport à ma féminité enfant, en fait j'ai voulu parler de ce sujet parce que je trouve qu'on a beaucoup l'habitude de présenter les parcours trans de manière très unilatérale. Donc c'est des personnes qui globalement se détestent depuis qu'elles ont 3 ans et qui pleuraient quand on voulait leur mettre des robes. Enfin bon bref, un narratif qui peut exister, bien sûr, je dis pas que aucune personne trans n'est passée par là, mais qui rend pas compte en fait de la diversité des parcours trans. Et moi en l'occurrence, j'ai grandi dans déjà la méconnaissance totale du sujet de la transidentité. Enfin, j'ai grandi dans un petit village du sud de la France, j'avais jamais entendu ce mot de ma vie. Et dans un contexte familial qui a fait que l'exploration du genre, c'était pas du tout quelque chose de possible pour moi, pour plusieurs raisons. Bon, vous l'avez déjà un peu raconté, mais en gros, j'ai grandi dans un foyer très violent et ça impliquait une intégration des normes de genre féminines comme forcée, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une division sexuelle au sein de mon foyer qui était très très claire et le foyer était si violent que j'avais pas trop l'espace de penser à mon rapport à mon corps, mon rapport au genre, comment je voulais apparaître au monde. Enfin, c'était pas du tout possible. Et du coup, j'ai été dans une surperformance de la féminité pendant longtemps. Et en fait, ça m'a semblé important de raconter cette histoire-là parce que justement, ça montre la diversité des parcours. Ça montre qu'on peut le savoir à 3 ans, comme on peut le savoir à 15, comme on peut le savoir encore plus tard. Enfin, moi, dans mon cas, c'était à 27 ans, donc c'était assez tardif, quoi, dans mon parcours. Et voilà, donc c'était vraiment important pour moi de raconter d'où je parle et en l'occurrence de cet endroit-là. J'avais pas une connaissance de ma transidentité depuis longtemps, donc en fait il y a juste un moment je me suis dit bon, on va sauter le pas et puis on va voir en chemin. Et c'était important pour moi d'explorer tout en me disant que si ça se trouve c'était pas le bon chemin en fait. Enfin, je pense qu'on pourra en reparler aussi, mais la question du doute elle est très importante au cœur du livre et dans les parcours des personnes trans, et c'est une question qui est très difficile à envisager parce que on nous oppose tout le temps en fait d'être inconstant, de pas être certain et certaine, etc. Donc on retourne cette question du doute contre nous. Mais effectivement, moi j'ai fini par sauter le pas. Et pour la question de l'annonce, bon, je pense qu'il y a très peu de personnes trans pour qui le coming out se passe bien, notamment dans les familles. C'est quand même un peu compliqué. Donc non, dans mon cas, ça a été suivi d'une rupture familiale complète que je raconte aussi dans le livre. Alors après, les familles bougent, heureusement. Il n'y a pas les mêmes réactions à J1 qu'à 6 mois, 1 an, etc. Mais les débuts sont souvent très compliqués. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de personnes trans qui mettent longtemps à faire leur coming out et à commencer leur transition. C'est parce qu'on sait d'avance ce qu'on peut perdre. Et en l'occurrence, la famille, c'est un peu le premier territoire de mise à la marge, le premier territoire de violence pour les personnes trans. Et pour le coup, les violences intrafamiliales qui sont subies par les personnes trans, elles sont assez bien documentées, hein. On sait que les personnes trans sont surexposées à la fois aux violences physiques et aux violences sexuelles au sein de leur famille. De manière à les réinscrire dans un ordre du genre, enfin à en tout cas punir, enfin une espèce de sanction familiale à ce qui est considéré comme des déviances aux normes de genre. Donc voilà, on sait en fait d'avance ce que le coût à payer pour emprunter ce parcours-là, donc c'est pas évident.
j'ai commencé à prendre la parole avant la transition, puisque en gros j'ai commencé dans le mouvement d'écolage contre les féminicides. C'est un mouvement qui était hyper important pour moi au regard de ma trajectoire familiale, et du coup j'ai commencé j'ai été complètement engloutie en fait dans ce mouvement-là, c'est-à-dire que bon, je peux le dire maintenant, je suis plus là-bas, mais je m'inventais des fausses réunions dans mon agenda de boulot pour partir plus tôt, pour aller coller. Je pensais qu'à ça tout le temps. Ça c'est venu réparer un truc de très très profond chez moi, et du coup forcément ça m'a fait changer de vie complètement. J'étais pas journaliste à ce moment-là. J'ai juste complètement changé de vie. Et du coup, ma transition, elle s'est faite à un moment donné où j'étais déjà relativement visible. C'est pas non plus mais en tout cas, c'était pas possible de pas le dire ou de le cacher, puisqu'il y a eu un changement de prénom. Enfin bon, il y a eu plein de choses qui sont jouées. Et après, je sais pas. Pour l'instant, ça me va d'être à cet endroit-là. Justement parce que pour moi c'est moins un endroit militant qu'un endroit journalistique. Enfin, c'est hyper important pour moi de justement, bien sûr que je porte une parole engagée, donc c'est le cas, mais moi ce que j'ai envie de voir dans le monde, c'est justement une contre-parole journalistique aussi au regard de ce contexte médiatique là, et c'est pour ça que je prends la parole. Je prends la parole aussi au regard, je pense, de l'histoire de ma famille avec la transition. J'ai envie de donner un maximum de clés aux familles. Si ça peut sauver quelqu'un d'une rupture familiale, même une personne, pour moi c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi que je suis hyper content des retours que j'ai du livre. Parce que je reçois plein de messages de parents qui me disent en fait je comprenais rien, j'étais complètement larguée, j'en voulais à mon enfant. Enfin, il y avait beaucoup ce truc de colère qui revenait, et en fait ça m'a fait un énorme choc de lire ce que mon enfant vivait. Et rien que pour ça, je vais continuer autant que possible de prendre la parole. Dans le livre, en plus, j'ai essayé d'être vraiment honnête intellectuellement, parce qu'il y a plein d'études qui sont faites sur le sujet. J'ai pris globalement une des études les plus pessimistes. Donc cette étude, elle a été faite sur une cohorte de 27 000 personnes trans aux États-Unis. Elle est assez récente, c'était 2019. Donc voilà. Et donc sur cette cohorte de 27 000 personnes, on a compté environ 8% de détransition. Donc c'est un des chiffres les plus hauts, parce que généralement les études elles sont autour de 2-3%. Et qu'est-ce que dit cette étude ? Elle dit déjà que parmi ces 8% de personnes qui détransitionnent, 62% retransitionnent ensuite. Et que la majorité des raisons des détransitions, c'est pas parce que les personnes se sont trompées ou que sais-je, c'est en premier lieu, le premier motif, c'est la pression familiale à détransitionner, et ensuite c'est les difficultés d'accès à l'emploi. Et si on compte vraiment sur la cohorte totale des 27 000, le nombre de personnes qui ont détransitionné parce qu'elles se sont trompées, on est à 0,4% de la cohorte totale. Et ça pose la question du regret aussi des opérations, parce que ça c'est quelque chose qu'on nous oppose souvent. Les opérations, on peut pas revenir dessus, donc voilà, si on regrette après c'est terrible, etc. Il n'y a aucun autre type d'opération que les opérations qu'on appelle d'affirmation de genre qui présentent des taux de regret aussi bas. Donc je prends typiquement les chirurgies de réassignation sexuelle, donc vaginoplastie, phalloplastie, etc. On est sur un regret à peu près de 1%, et c'est un peu moins selon les études, quoi. Donc entre 0,7 et 1% environ. Par contre, il y a 20%, le taux de regret est de 20% pour les chirurgies de la hanche. Mais personne nous dit qu'il y a un scandale sanitaire majeur à venir de toutes ces personnes qui regrettent leur chirurgie de la hanche. Enfin bon, il y a toujours un double standard en fait à tous les endroits. Et du coup voilà, et puis ça permet de dire effectivement que les détransitions elles arrivent, que ça arrive dans des parcours qui sont très compliqués, mais que ce qui force les détransitions c'est la transphobie beaucoup plus que l'inconstance. On n'a pas le luxe de l'inconstance dans tous les cas, puisque c'est des parcours comme on le disait, mais qui sont très longs, très coûteux. Il nous faut 1 milliard de dossiers, d'attestations de tous les praticiens possibles. Je veux dire, a priori si on passe par tout ça, c'est qu'on est assez sûr de notre choix. Quelle trajectoire étrange que celle d'avoir intimement connu les deux côtés de la rive. Je ne sais pas quoi faire de ce savoir grotesque. La transition me fait réaliser à quel point ce à quoi l'on ressemble peut renverser avec fracas l'expérience que l'on fait du monde. Je suis la même personne, je ne vois aucune rupture que celle forcée par le regard d'inconnu, et pourtant, rien n'est plus pareil. Mais mon corps, lui, n'a pas encore oublié ce que ça signifie d'être une proie. Je n'ai pas oublié la traque, le jour comme la nuit. Alors je continue de déambuler au même rythme,
vision panoramique et démarche paranoïaque. Dans combien de temps oublierai-je ? Dois-je forcément oublier ? Serait-ce une trahison à l'égard des femmes, mes anciennes semblables ? Une trahison au regard des 27 années de mon existence passée à lutter sans cesse contre les hommes. Oublier, est-ce devenir un homme comme les autres ? J'ai eu un vécu de la violence misogyne quand même qui était total et absolu. Enfin, je veux dire, on était au stade où on a failli mourir plusieurs fois avec ma mère, quoi. Donc c'était ce type de violence familiale-là. Et d'un coup, effectivement, le fait de pouvoir marcher dans la rue à 3h du matin bourré et personne vous regarde, le fait de je sais pas, qu'on ne coupe pas la parole quand on parle. Le fait de voilà, oui, il y a une espèce de tranquillité qui, dans mon cas perso, était complètement nouvelle dans ma vie, et forcément que cette reconfiguration de mon rapport au monde et aux autres, ça a aussi beaucoup changé comment je me sens en fait. Donc bien sûr que c'est simplement la transition aussi, le fait de se trouver au bon endroit dans son corps et de se reconnaître dans la glace. Enfin, bien sûr qu'il y a un rapport simplement de soi à soi, mais le regard social qui change et cette relative invisibilité là, parce que c'est vrai qu'encore une fois ça dépend des hommes trans, mais on peut toujours être associé à une forme de masculinité subalterne si enfin pour plein de raisons, ce qui est encore une fois pas le cas pour tous les hommes trans, mais voilà. C'est quand même dans mon cas une invisibilité qui est beaucoup plus présente qu'avant, puisqu'avant elle n'existait pas du tout, donc ça pouvait pas être pire dans tous les cas. Et ça oui, ce que ça a changé très concrètement pour moi, c'est je suis tellement plus apaisé en fait. Donc je saurais pas dire ce qui tient de la transition en soi ou ce qui tient d'un rapport au monde qui s'améliore et qui s'adoucit. Je pense que c'est un peu des deux, mais en tout cas ça c'est quelque chose de très nouveau, ouais. Pour revenir au deuxième point des idéologies contre lesquelles lutter, ça s'inscrit pour moi dans justement ce combat contre les anti-trans et qui s'intègre dans un mouvement féministe plus global du droit à disposer de son corps en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est pas anodin que, je sais pas, aux États-Unis par exemple, il y a une très grosse offensive anti-trans sur le plan législatif. Donc là c'est vraiment assez terrible puisque sur l'année 2023, il me semble qu'on était à près de 600 propositions de loi anti-trans. Donc c'est vraiment un matraquage législatif énorme, et c'est pas anodin que ça s'inscrive dans un même moment de recul du droit à l'IVG par exemple. Enfin, en fait c'est tout un système qui vient questionner le droit des personnes à disposer de leur corps, et pour moi c'est pour ça que les luttes trans s'inscrivent complètement dans les luttes féministes, c'est qu'on parle de ce sujet-là. Et à partir du moment où on touche à l'IVG, où on touche au droit des personnes trans, en fait ça communique, c'est des vases communicants. Il réside pourtant dans la possibilité de la transition une puissante révolution, puisqu'elle constitue la preuve ultime du caractère construit du genre. Elle met en lumière l'arnaque de la nature féminine et de la nature masculine, lesquelles sont invoquées pour justifier la complémentarité naturelle des sexes et la domination naturelle des hommes sur les femmes. La transition vient dire que les justifications utilisées par le patriarcat pour perpétuer son œuvre constituent une mascarade absolue.